C'est un livre intéressant qui pose une question qui est relativement simple. Pourquoi se lever le matin pour aller travailler pour le système capitaliste? Un système qui oppresse, qui exploite et un système qui finalement n'accorde de la valeur qu'à ce qui a un prix. Par exemple, la nature n'a pas de prix, on peut donc la polluer. Alors quel est le point commun entre un téléphone de livreur Deliveroo, un tableur Excel pour analyser les performances et un questionnaire de satisfaction dans un hôtel? C'est à la fois très noir, c'est très sombre, un peu glauque parfois, et des répliques sont géniales, il y a des dialogues qui sont extrêmement drôles, et pourtant la situation parfois, au détour d'une page, on peut tomber sur une scène qui est ultra glaçante. Ouvrez-le, allez regarder le chapitre qui vous intéresse, ou les chapitres qui vous intéressent, et puis tous les chapitres en fait, puisque ça va vous intéresser. En fait, c'est un beau projet, à mon avis, pour montrer que les collections peuvent être valorisées de cette manière-là. Et je pense qu'en fait, on devrait tous le faire. Enfin, peut-être pas tous, mais une bonne partie parce que c'est notre boulot aussi. On met des livres dans des bibliographies pour les cours. Et je pense que c'est important aussi de sortir de ça, parce qu'on n'enseigne pas forcément ce qu'on recherche. Et je pense que c'est important, ça fait vraiment partie de notre boulot de présenter les outils de travail qu'on utilise tous les jours. Et ça fait vraiment partie des outils de travail. Et ça peut aider à se dire, voilà, vous allez bosser à la BU, mais en vrai, ça veut juste dire, asseyez-vous sur une table et bossez. Alors qu'il y a plein d'autres choses, et ce serait trop bien, c'est trop bête que les étudiants ils passent à côté, ils ne les prennent pas parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, parce qu'ils ne savent pas par lequel commencer. Et je trouve que c'est une bonne initiative pour dire, hey, regardez, ça c'est super, vous ne le connaissez pas. Et juste prenez-le et commencez à parcourir, et vous allez voir, vous allez apprendre plein de trucs. Et en même temps, je pense que c'est un format qui est très chouette par rapport à la bibliographie, parce que la bibliographie, tu vois, tu donnes le texte en disant lisez ça. Et là, le format, du moins tel que j'essaie de me l'approprier, c'est un truc où tu racontes un petit peu ce qu'il y a dedans, et quelque part tu accompagnes aussi vers le livre. Le livre, il parle de ça, voilà ce que tu peux apprendre dedans, et quelque part c'est moins difficile que simplement je te donne le titre du livre et puis démerde-toi, et tu auras une note à la fin sur comment tu l'as lu. C'est pour ça que je trouve que l'initiative elle est vraiment très cool. Alors, Théorie critique de l'histoire, c'est un livre de Joan Scott qui est paru à la fin des années 2000, et c'est le premier livre de sciences sociales que j'ai dû lire dans mon cursus post-bac. Avant, j'avais jamais lu de livre de sciences sociales, c'est toujours des professeurs qui nous disaient quelle référence est ici, telle référence est ici, et là ils nous ont dit lisez-le. Lisez-le, c'est un livre pour un concours, donc je l'ai lu tout seul, j'ai lu sans accompagnement, et c'est un livre qu'à l'époque je n'avais pas bien compris, ce qui montre que c'est important d'être accompagné quand on découvre et quand on a à lire des livres de sciences sociales. Alors qu'est-ce que ça raconte, ce livre? Ça raconte qu'on ne peut pas écrire une histoire neutre quand on est historien, une histoire objective, une histoire athéorique, on raconte ce qui s'est passé, ça c'est pas possible, c'est une fiction. C'est une chimère, et en fait, à l'inverse, il faut reconnaître que finalement les catégories dont on fait l'histoire, par exemple l'histoire des femmes, l'histoire des paysans, sont des catégories qui sont pas universelles, mais des catégories construites. Ça veut dire que finalement, plutôt que de faire l'histoire des paysans entre 18e et 20e siècle, ce qui peut être intéressant, c'est de faire l'histoire du mot paysan, d'où ça vient, comment ce mot, comment la signification a évolué. Et finalement, tout l'intérêt des sciences humaines et sociales, c'est de ne pas rester uniquement sur de la gestion, c'est de s'ouvrir aux sciences humaines et sociales en tant que telles. Et en fait, ce qu'on peut déplorer quand on lit ce livre, c'est peut-être qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de travaux en gestion, comme en économie par exemple, qui s'appuient sur cette radicalité qui est proposée ici par Joan Scott. Et en fait, il y a tout un intérêt à aller regarder, à aller lire Joan Scott quand on est en économie, quand on est en gestion, quand on est en littérature, quand on est en histoire, quand on est en sociologie, pour essayer de se dire en quoi cet ouvrage va répondre à mes préoccupations, en quoi il peut m'apprendre des choses. Voilà. Theory of Fields de Flickstein et Macadam. C'est un ouvrage théorique
purement théorique, il n'y a pas d'enquête dans cet ouvrage. Cet ouvrage répond à la question comment comprendre les actions stratégiques des uns et des autres dans un champ stratégique, c'est-à-dire un endroit où il y a plusieurs acteurs qui vont évoluer ensemble, par exemple un secteur d'activité. En gros, quelles sont les règles du jeu du secteur d'activité, qui domine le jeu, pourquoi et comment le jeu est dominé, quelles sont les règles du jeu, comment ont-elles établi et comment se maintiennent-elles. Il s'agit de comprendre comment un acteur marginal du champ devient un acteur dominant au sein de ce champ. Un exemple qu'on peut donner, c'est celui de Mediapart. Mediapart, en 2008, est un journal qui vient de se créer, qui est vu par toute la presse comme un journal complètement marginal, qui ne va jamais marcher puisqu'ils décident de vendre leurs journaux sur abonnement, alors que la plupart de la presse propose de lire gratuitement leurs articles. C'est le cas du Monde, c'est le cas de Libération. 15 ans après, Mediapart a un succès que l'on connaît, plusieurs millions d'abonnés. Et comment expliquer ça? Eh bien, des auteurs qui vont utiliser le cadre théorique de Flickstein et Macadam vont essayer de comprendre finalement comment cet acteur marginal au sein du champ devient un acteur aujourd'hui qui est dominant. Et pour cela, ils mettent en évidence le fait que Mediapart, bien que complètement nouveau, eh bien, va ressusciter ou s'appuyer sur un passé mythique de la presse, par exemple avec le Crieur, qui est le logo qu'on retrouve sur leur site. Ils vont revendiquer un journalisme qui est ancien, qui est celui d'aller chercher de l'investigation, des informations. Ils vont aller également délégitimer une partie de leurs concurrents, par exemple en expliquant que ce sont des journaux qui appartiennent à des milliardaires, ou alors que leur modèle économique finalement repose sur la publicité, alors qu'eux reposent uniquement sur la vente à leurs abonnés. Et ils vont aussi construire une image de rébellion contre des puissants, qui sont à la fois les puissants de la presse, mais aussi les puissants politiques, en construisant des enquêtes qui vont aller titiller le politique. Cet ouvrage est aussi intéressant parce qu'il nous montre que pour lire et comprendre les sciences sociales, il faut lire certes en français, mais pas seulement. Il faut aller aussi se frotter à de la littérature, à des articles, à des ouvrages qui sont en langue anglaise, puisque ça permet d'ouvrir énormément le champ. Et donc ça signifie qu'il faut continuer à bosser l'anglais. Le capitalisme au cœur de l'État de Corinne Hérault. En fait, ça, c'est une enquête. C'est une enquête sur la transformation de la manière d'organiser la comptabilité au sein de l'État, un sujet qui, a priori, n'a pas l'air tout à fait passionnant, mais qui, en réalité, est super intéressant. Pourquoi? Parce que ce qu'elle raconte, Corinne Hérault, c'est le passage d'une logique de comptabilité de caisse, où il s'agissait de tracer les recettes, donc les impôts par exemple, et les dépenses, à une comptabilité proche de celle de l'entreprise. Autrement dit, il y a une comptabilité de charges, une comptabilité de produits et une comptabilité de patrimoine. Et ce changement de comptabilité a été accentué depuis la LOLF, la loi organique relative à la loi de finances de 2001, et elle transforme finalement une partie des opérateurs d'État en leur proposant finalement une logique comptable qui est proche de celle de l'entreprise. Et en fait, depuis quelques années, on nous parle de la transformation de l'État, on nous parle du New Public Management, en disant, voilà, l'État se transforme et finalement, on lui demande de se gérer comme une entreprise, et on a du mal à voir finalement quels sont les mécanismes qu'il y a derrière. Et ce qui est intéressant avec le livre de Corinne Hérault, c'est qu'elle nous montre que sur quelque chose qui a l'air relativement obscur, technique, innocent, la comptabilité, en réalité, ça nous montre comment ces transformations de fonds peuvent être ensuite amenées à des degrés beaucoup plus larges. Donc c'est un livre qui est super intéressant à lire. Et voilà. Le nouvel esprit du capitalisme de Luc Boltanski et F. Capello, c'est un livre que mes étudiants connaissent bien, puisque c'est le livre qui va me servir d'introduction pour le cours de GRH et mutation du monde du travail en L2. C'est un livre intéressant puisque c'est un livre d'enquête qui pose une question qui est relativement simple. Pourquoi se lever le matin pour aller travailler pour le système capitaliste? Un système qui oppresse, un système qui exploite, et un système qui finalement n'accorde de la valeur qu'à ce qui a un prix. Par exemple, la nature n'a pas de prix, on peut donc la polluer. Et en fait, cette question-là, elle est posée à nous tous, à nos futurs étudiants, qui seront aussi peut-être des futurs cadres, et qui pourraient légitimement avoir envie de ne pas travailler pour le système capitaliste.
Et donc, ce que mettent en avant Boltanski et Chiapello, c'est qu'il existe un compromis. Finalement, on va accepter de travailler pour le système capitaliste, mais en contrepartie de cette acceptation, eh bien, finalement, on va obtenir un certain nombre de bénéfices. Par exemple, la flexibilité du travail, par exemple, la responsabilité sociale des entreprises, etc., etc. Bref, ce livre va analyser les différents compromis et en fait, ces compromis donc, évoluent à travers le temps et sont synonymes de pratiques en termes de gestion des ressources humaines. Et c'est tout ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ça va nous permettre de comprendre comment les pratiques des ressources humaines évoluent et en quoi elles constituent des compromis avec le capitalisme. Le grand mythe de Naomi Oreskes et Eric Conway. C'est un livre qui est hyper intéressant, c'est un livre d'histoire en fait. C'est pas tellement un livre sur comment fonctionnent les entreprises, c'est un livre qui nous raconte plutôt comment s'est constitué l'enseignement de la gestion et la recherche en gestion. Alors c'est pas du tout l'objet du livre, mais il se trouve que c'est ce qui est intéressant pour nous, économistes et gestionnaires, dans cet ouvrage. C'est-à-dire qu'en fait, donc comment les industriels nous ont appris à détester l'État et à vénérer le libre marché. En fait, tout l'intérêt, c'est de regarder comment les industriels ont nourri une politique visant à légitimer leurs actions quand il y a eu un certain nombre de scandales qui ont parfois traversé le monde des entreprises, des crises, des catastrophes, des grèves, etc., de la faute des entreprises. Et en fait, par rebond, ce que ça nous apprend, c'est comment une partie de ces industriels, réunis sous forme de lobby, ont par exemple financé l'existence de la Harvard Business School, ou comment ils ont financé un certain nombre de théoriciens économistes ou de théoriciens gestionnaires. Ils ont financé leurs travaux puisque ça a permis réellement de développer finalement des connaissances et surtout des enseignements qui vont permettre à des futurs étudiants de devenir des cadres et les futurs cadres de l'entreprise. Alors c'est une perspective qui est très américaine, mais en réalité on peut aussi tisser des liens avec des ouvrages français et avec la situation française. Par exemple, ça parle du plan Marshall, et le plan Marshall, c'était aussi un des moyens de développer le taylorisme dans le système européen en réalité. Et donc, c'est un livre qui est très très intéressant parce que ça va nous permettre de porter un regard un petit peu différent sur les théories qu'on enseigne en économie et en gestion, en essayant de les repolitiser, en essayant de comprendre dans quel contexte elles ont été écrites, et puis de se dire finalement les 5 forces de Porter que tout le monde utilise, qui est enseigné aux étudiants en première année, en deuxième année, en troisième année, en économie et en gestion, ça a été théorisé par Michael Porter, qui par ailleurs a travaillé pour Ronald Reagan. Et là, du coup, on voit bien comment ça peut repolitiser tout à fait le corpus et donc les intentions qu'il y a derrière. Donc c'est un livre qui est hyper intéressant, qui n'est pas du tout un livre d'économie et de gestion, hein, c'est un livre d'histoire des sciences. Conway et Oreskes sont des historiens des sciences, mais qui a un intérêt très percutant pour les étudiants en économie comme en gestion, et pour les autres. Anatomie des outils de gestion, un livre de Régis Martineau. Alors quel est le point commun entre un téléphone de livreur Deliveroo, un tableur Excel pour analyser les performances et un questionnaire de satisfaction dans un hôtel ? Le point commun, c'est que ces 3 choses-là sont ce qu'on appelle des outils de gestion, donc des outils pour gérer. Et en fait, cet ouvrage nous propose finalement une méthode pour analyser ces outils de gestion. Et pour ça, on va reposer sur un modèle littéraire qui est le modèle d'Umberto Eco, la théorie du lecteur-modèle. En gros, un écrivain, quand il écrit un livre, il a dans sa tête l'idée d'un lecteur-modèle qui va lire et il va s'adapter à ce lecteur-modèle. Et en fait, Régis Martineau propose d'adapter cette théorie du lecteur-modèle à la création des outils de gestion. Quand on fabrique un tableur, on pense à la personne qui va l'utiliser. C'est un livre qui est très intéressant. Parce que d'un côté, on a une partie un peu théorique sur ce que c'est qu'un outil de gestion, et en quoi un outil de gestion, ce n'est pas forcément un outil neutre, mais c'est un outil qui va quelque part nous aider, qui va nous orienter dans la manière dont on va agir. Mais c'est aussi un outil qui va nous proposer tout un tas de petits cas. À la fin, par exemple, on a la grille d'analyse pour les salariés d'un McDonald's. On se retrouve ici avec une grille
où, par exemple, la personne va évaluer si, lors de l'accueil du client, l'employé sourit, l'employé est sincère, il regarde le client dans les yeux, est-ce qu'il connaît bien le code des aliments, est-ce que le client n'a pas besoin de répéter sa commande, etc., qui sont des choses assez classiques en réalité dans l'évaluation de service. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on se met à la place du lecteur modèle, eh bien, on se rend compte qu'on est dans une évaluation qui est très proche du système taylorien. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on a l'image du taylorisme, on pense tout de suite à l'usine, etc. Mais finalement, dans tout un tas de situations aujourd'hui, quand on normalise le comportement, on se retrouve avec des mécanismes qui sont proches des mécanismes tayloriens. Et en fait, c'est en analysant les outils d'évaluation, les outils de gestion, et en essayant de remonter finalement à travers ce lecteur modèle d'Umberto Eco sur comment ça a été construit, pourquoi ça a été construit, etc., eh bien, on peut se retrouver des filiations avec des théories de gestion qui se retrouvent incarnées dans des objets qui sont extrêmement concrets. Donc c'est un livre qui est hyper intéressant parce que ça va nous permettre de penser des objets qu'on utilise tous les jours, des outils de gestion, des tableurs, des outils où on va rapporter des informations. Et on va essayer quelque part de les déshabiller et de comprendre finalement quelle est leur idéologie derrière et comment éventuellement on pourrait les contourner. Du coup, je vous encourage vraiment à lire ce livre, que vous soyez en train de faire des études en gestion ou tout simplement que vous soyez dans le monde du travail, puisqu'en fait les outils de gestion, vous allez les retrouver quelle que soit votre fonction dans la structure dans laquelle vous allez travailler. The Palgrave Handbook of Management History, qui est un livre en 2 tomes, comme on peut le voir ici, qui est un livre qui représente 1500 pages, une somme en termes de connaissances, puisque le propos de ce livre, c'est de couvrir l'histoire du management de l'Antiquité jusqu'à Donald Trump, premier mandat. Et en fait, c'est un livre qui raconte vraiment quelles ont été les pratiques d'entreprise de l'Antiquité jusqu'à nos jours, et comment finalement une partie des théoriciens a accompagné et a théorisé une partie de ces pratiques d'entreprise. C'est un livre qui est du coup assez différent du livre de Joan Scott, puisque là on est vraiment dans une histoire qui est assez descriptive, mais qui en même temps raconte énormément de choses sur l'histoire du management, et qui est particulièrement utile pour essayer de comprendre finalement ces théories qu'on utilise, dans quel contexte elles ont été fabriquées. C'est une histoire qui malheureusement est peut-être un peu trop occidentale, comme l'histoire de mon cours en réalité, puisque l'histoire de la pensée managériale est encore très occidentalo-centrée, comme d'ailleurs la recherche en gestion est encore très occidentalo-centrée. Et donc c'est vrai que c'est une faiblesse de mon cours, mais qui correspond aussi quelque part à une faiblesse de la littérature sur le sujet. Et donc tout l'enjeu dans les prochaines itérations de ce cours, peut-être l'année prochaine, peut-être l'année d'après, c'est d'aller s'ouvrir vers d'autres continents que finalement les États-Unis et l'Europe, ou du moins l'Amérique du Nord et l'Europe. Et ça incite aussi à aller lire dans la littérature dans d'autres langues que l'anglais. Et là, on voit bien la limite d'un ouvrage qui se présente comme une somme, une Bible, à l'échelle mondiale, et qui en réalité reste en grande partie occidentalo-centré. Cela dit, ils en sont conscients et c'est plutôt intéressant. Maintenant, une fois qu'ils en sont conscients, l'étape d'après, et c'est peut-être le livre qu'il faudra écrire, le tome 3 en fait qui nous manque, c'est d'aller écrire un ouvrage qui raconte de manière plus systématique et peut-être dans des langues soit anglophones, puisqu'en réalité sinon ça va être compliqué pour nous, pour moi en tout cas, d'aller raconter cette autre histoire et qui peut rentrer en contact, en collision de manière plus ou moins subtile avec ce qui est raconté ici. Ouvrez-le, allez regarder le chapitre qui vous intéresse, ou les chapitres qui vous intéressent, et puis tous les chapitres en fait, puisque ça va vous intéresser.
Et maintenant, je vous propose Repenser la gestion des ressources humaines, qui a été co-dirigé par Julienne Brabet en 1993. C'est un livre qui est un peu ancien, mais c'est un peu un drôle de livre, puisqu'il sort dans le paysage de la gestion des ressources humaines comme un espèce d'ovni. Là où on nous propose tout un tas de manuels sur comment faire de la gestion des ressources humaines efficaces, etc. Et ben là, c'est un livre qui est plutôt réflexif en fait, qui s'interroge sur ce que c'est la gestion des ressources humaines, comment c'est enseigné et pourquoi politiquement c'est un objet qui n'est pas juste des pratiques techniques de travail, mais des éléments sur lesquels il faut qu'on essaie de réfléchir. Et donc, c'est un ouvrage qui est assez chouette et qui me sert d'introduction dans mon cours de GRH avec le nouvel esprit du capitalisme que j'ai évoqué tout à l'heure, parce que c'est un ouvrage qui va finalement reposer un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément rappelées dans la plupart des manuels de ressources humaines. En effet, on rappelle l'étymologie des ressources humaines. Dans ressources humaines, on a dit oui, c'est des ressources humaines, mais des ressources, mais pas comme les autres. Du coup, on les gère pas comme des ressources, mais en fait si. Et Julienne Brabet revient sur l'étymologie des ressources humaines. Elle rappelle que des ressources, c'est des choses qu'on exploite, et donc des salariés qu'on exploite, et c'est aussi des choses qu'on développe. On développe en leur faisant apprendre des nouvelles choses. Alors pourquoi on développe ? Principalement pour mieux exploiter. Derrière, il y a tout qui découle de tout ça. Elle nous rappelle que la gestion des ressources humaines, ça repose aussi sur 3 piliers. Un pilier contrôle, compta, typiquement, voilà, combien ça va nous coûter un salarié. C'est important parce que des fois, on a tendance à considérer les ressources humaines juste comme faire en sorte que tout se passe bien dans l'entreprise. C'est vrai, tout se passe bien dans l'entreprise, mais c'est aussi finalement un coût que l'entreprise essaye de maîtriser, et c'est important de rappeler, on va dire, l'espèce de brutalité qu'il y a derrière, de se dire ça coûte de l'argent, et derrière, pour que l'entreprise soit performante, il faut maîtriser ce coût. Du moins, c'est l'objectif qu'elle se donne. Et parfois, le fait de maîtriser ce coût, cette nécessité-là, va heurter ou va entrer en contradiction avec finalement d'autres ambitions, qui est le développement des salariés, qui est le développement du bien-être. Alors je ne dis pas que ce n'est pas toujours inconciliable, mais on sent bien qu'il peut y avoir des pôles de tension. Et ces pôles de tension, Julienne Brabet les aborde de front, et c'est ça qui est intéressant. Et la littérature en ressources humaines, notamment les manuels, c'est la 8e édition, la 9e édition de comment arriver à gérer les ressources humaines, et puis une édition chasse l'autre, etc., etc. Celui-là n'a jamais été réédité, mais il est encore lu. Et ça montre que son propos est original et vraiment toujours intéressant et toujours pertinent. Alors là, on est dans une bibliothèque qui est immense, qui est sur 2 étages, avec beaucoup de livres, mais parfois on n'a pas forcément tout ce qu'on cherche. Et l'ouvrage suivant, c'est un livre qui est dans une autre bibliothèque, qui est à Moulin-de-la-Housse, qui est encore à Reims, mais qui n'est pas du tout sur le même site. Et en fait, pour le lire ici, plutôt que d'aller à Moulin-de-la-Housse, je l'ai fait venir par le prêt navette. Et donc, on va aller le chercher au niveau de la banque de prêt pour pouvoir ensuite le consulter. Bonjour, je vais chercher un prêt navette, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et bien là, je vous propose un roman, parce que dans la bibliothèque, on a parlé depuis tout à l'heure de livres de recherche, de livres de travail, de livres qui vont nous être utiles pour la recherche, pour les études, mais la bibliothèque propose aussi tout un tas de choses, et l'université, c'est pas fait uniquement pour travailler, on peut aussi se détendre, et parfois on peut se rendre compte que même en se détendant, on peut apprendre tout un tas de choses. Et c'est le cas, c'est ce que je vous propose avec le livre de Denis Léhan, Un dernier vers avant la guerre, qui fait partie d'une série qui a été rédigée donc, par Denis Léhan, qui est la série Kenzie et Gennaro, qui est une série de livres policiers qui sont extrêmement bien. Ça fait partie des livres que je lis plusieurs fois par an, et je ne raconte pas de bêtises quand je cherche des fois des trucs, quand je ne sais pas quoi lire. Allez hop, je vais le relire, parce que ça fait partie de ces livres où finalement on relit, on redécouvre des choses sans cesse en relisant. C'est un livre, alors il faut vraiment aimer, c'est à la fois très noir, c'est très sombre,
un peu glauques parfois, avec des cadavres, etc. Mais c'est sauvé par l'humour des deux personnages, donc Patrick Kenzie et Angela Gennaro, qui sont un couple, pseudo-couple, qui sont ensemble mais pas ensemble. Et des répliques sont géniales, il y a des dialogues qui sont extrêmement drôles et pourtant la situation parfois au détour d'une page on peut tomber sur une scène qui est ultra glaçante. Alors c'est aussi des livres, et là on voit bien que le monde universitaire n'est pas si loin que ça, qui mettent en scène un certain nombre de problématiques sociales, et celle-ci par exemple met en scène un certain nombre de questions raciales, et on va se rendre compte que peut-être que quand on les lit en étant étudiant, en ayant suivi quelques cours sur des questions sociales, on se rend compte qu'il y a peut-être des concepts qu'on a vus en cours et qui vont parfois se retrouver dans la littérature. Donc je ne vous dis pas ça parce qu'il faut lire ça en disant lisez et puis retrouvez les concepts que vous voulez. En fait, c'est quelque chose qui va venir naturellement. C'est-à-dire que c'est à la fois la beauté et l'horreur des études supérieures, c'est-à-dire que on va lire des choses pour se détendre et on ne peut pas mettre son cerveau en off, on ne peut pas s'arrêter d'utiliser comme ça les concepts qu'on a appris en cours et on ne peut pas juste dire ok je lis et je pose mon cerveau. On va continuer quelque part à emmagasiner des choses et puis quelque part je pense et je vous fais le pari qu'on en appréciera d'autant mieux les livres qu'on lit. Alors là, ce que je voudrais vous parler, c'est de l'article de Wanda Orlikowski qui s'appelle The Duality of Technology, Rethinking the Concept of Technology in Organization, qui n'est pas dans la bibliothèque, ce n'est pas un livre, c'est un article scientifique. Et c'est important, quand on réfléchit sur les concepts, etc., de ne pas s'attarder uniquement sur ce qui est présent dans la bibliothèque, mais de prendre en compte vraiment tout ce qui est immatériel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une bibliothèque, vous avez certes la bibliothèque physique qui est juste derrière nous, mais vous avez tout un tas de bases de données qui contiennent des milliers et des milliers d'articles scientifiques qui, en 30 pages, font le point de manière extrêmement précise sur un sujet. Et c'est le cas de l'article d'Orlikowski, qui est un article vraiment fondateur dans la littérature, dans les systèmes d'information. Donc il travaille en gros les systèmes d'information, ça va être tout ce qui va être système informatique, mais pas uniquement, système de classement, etc. et qui répondent à la question comment est-ce qu'on organise l'information dans une organisation. Donc un système de traitement de livres avec des fiches en papier, c'est un système d'information. Une base de données client ou une base de données telle que la base de données où il y a des étudiants avec leurs notes, c'est aussi un système d'information. Cet article-là, finalement, il part du principe qu'auparavant, on envisageait la technologie principalement de manière déterministe. C'est-à-dire qu'on avait un outil et cet outil, typiquement une machine de production, elle organisait les rapports de production. On mettait l'outil au centre et c'est ce qui a donné par exemple les grosses machines et donc le taylorisme. On a aussi une conception de l'outil où finalement on dit finalement il y a l'outil qu'on fabrique et puis l'outil qu'on utilise. Et tout l'intérêt de l'article d'Orlikowski, c'est d'essayer de montrer que ces rapports ne sont pas d'un côté vers l'autre, mais en réalité sont perpétuellement en pleine redéfinition. Donc c'est un article qui est vraiment très chouette et qui ensuite a donné lieu à tout un tas de publications sur le fonctionnement du système d'information. Parce que le principe de ces articles scientifiques, c'est qu'ils s'appuient sur ce que d'autres auteurs ont dit avant et ensuite ils vont être également cités par d'autres auteurs qui vont les lire et qui vont parfois s'appuyer dessus pour construire une autre recherche scientifique, peut-être différente, peut-être pour la critiquer, peut-être pour l'enrichir. Et donc ce dialogue-là se fait, alors certes avec les livres, mais aussi beaucoup à travers ces revues qui sont vraiment des espaces de discussion. Et il y a vraiment un intérêt pour, quand on est lecteur dans la bibliothèque, d'aller pas seulement se limiter à ces livres, mais d'aller regarder comment ces livres dialoguent avec des articles ou comment les articles dialoguent avec les livres. Donc voilà les 10 ressources, les 10 articles, les 10 ouvrages que je vous ai proposés en rapport avec la bibliothèque universitaire. J'espère que ça vous a donné envie d'aller les parcourir, que ça vous a, mais plus que ça vous ait donné envie d'aller dans cette bibliothèque et de parcourir aussi d'autres ouvrages, d'autres articles qui répondent peut-être plus à vos centres d'intérêt, même si j'ai essayé de vous montrer des choses que moi personnellement je trouve intéressantes, mais après tout, chacun en fonction de son cursus a peut-être envie d'aller chercher des choses qui lui parlent, et surtout je pense que l'essentiel, c'est pas forcément d'aller chercher uniquement des choses qu'il y a dans son cursus, mais d'aller explorer toute la bibliothèque et de se dire mais pourquoi est-ce qu'un livre de physique quantique
géographique ne m'aiderait pas à envisager de penser la littérature. Ou un livre d'histoire ou un livre de géographie ne nous permettrait pas de comprendre comment fonctionne l'économie, ou un livre d'économie, comment fonctionne finalement la littérature ou les mathématiques. Donc c'est plus qu'une invitation à aller lire des ouvrages ou des articles d'économie-gestion ou des romans ou des mangas ou des livres. L'idée c'est d'aller fouiller un peu partout, de se perdre dans la bibliothèque et en se perdant quelquefois, de retrouver des choses qu'on n'avait pas du tout prévues.